Bonsoir, mesdames et messieurs. Nouvelle édition sur Africa Today. Voici les titres du journal. Un séminaire technique sur les énergies renouvelables s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Il regroupe l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ce projet d'électrification de l'Afrique. Un projet dont le leadership est confié au président Alpha Condé. Attaque et contre-attaque à la tête de la Fédération guinéenne de football. Les présidents entrants et sortants ne se font plus cadeau. Si le premier jubile à sa victoire, le second dénonce la mafia qui a caractérisé la dernière élection de la structure fêtière du football guinéen. Nouvelle tempête autour de Donald Trump. Son ministre de la Justice aurait menti au Sénat. Lui aussi aurait eu des contacts avec les Russes pendant la campagne. Les démocrates appellent à la démission. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. L'énergie renouvelable au centre des débats. Ce mercredi, une réunion technique des parties prenantes pour l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables s'est ouverte à Conakry. La rencontre, présidée par le chef de l'État, aura pour but la mise en place d'un conseil d'administration pour le dit projet. Compte rendu Aïssata Fofana. Après avoir défini les capacités nouvelles, additionnelles et supplémentaires des énergies renouvelables à Paris lors de la COP 21, le projet Initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables AREI ambitionne aujourd'hui de planifier son opérationnalisation. Une démarche qui vise à répondre à l'attente de millions d'Africains privés d'électricité. Je vous avoue que je suis fier et heureux de l'immense soutien qu'a reçu l'AREI jusqu'à présent. Mais après le soutien, nous devrons passer à la réalisation concrète des engagements de chacun. Comme vous le savez, plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. De ce fait, la demande en énergie moderne, stimulée par la croissance économique, l'évolution démographique et l'urbanisation, devrait bondir. Il est capable de combler les déficits énergétiques. C'est pour matérialiser cette ambition que l'AREI, en conclave avec toutes les parties prenantes du dit projet, a initié cette réunion technique de Conakry. Ce séminaire technique devra tout particulièrement répondre aux questions suivantes. Comment assurer une appropriation adéquate et une compréhension globale commune de l'AREI et de ses modalités opérationnelles? Quelle sera la valeur ajoutée du Fonds spécial d'AREI et les facteurs qui contribueront à son plein succès? Quelle est la nature des engagements individuels actuels de chaque partenaire et comment assurer que ceux-ci intègrent et utilisent le cadre et le plan d'action de l'AREI? Orienter et diriger leur action en vue de permettre à l'Afrique un leadership effectif dans la priorisation des financements et garantir une plus-value certaine des intentions. À l'issue donc de 72 heures de débat et d'échange, des recommandations feront l'objet de décisions lors de la seconde session du conseil d'administration de l'AREI qui se tiendra le 4 mars prochain, toujours dans la capitale guinéenne. Justement, dans ce projet intitulé l'Initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, la Guinée est fortement impliquée pour sa réalisation et pour les experts, sa mise en place est une aubaine pour le pays. Alceni Diallo. L'Afrique est un continent riche en matière énergétique, notamment dans le domaine environnemental et fluvial. Et ce séminaire technique de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables à Conakry devra permettre à ses experts de mettre les lampions au vert afin que le projet initié à la COP 21 à Paris se réalise au profit des millions d'Africains qui sombrent dans l'obscurité. Et pour le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, ce projet est une aubaine pour la Guinée avec toutes les potentialités qui regorgent le pays. Cette initiative est extrêmement importante pour la Guinée pour trois raisons. D'abord parce que le chef de l'État a été désigné par ses pairs, le président Alpha Condé, comme champion pour la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Deuxièmement, la Guinée a un potentiel de 6000 MW d'hydroélectricité, donc elle est au cœur du potentiel d'énergie dans la sous-région. Et troisièmement, la Guinée fait partie d'un ensemble de bassins transfrontaliers avec lesquels il partage d'importantes ressources avec les pays voisins, et la valorisation
de ces importantes ressources passe par nécessairement la levée de fonds très importants. Et cette initiative qui prévoit de mettre en place 10 milliards d'abord, puis 30 milliards après, est une aubaine à saisir pour la Guinée et pour ses pays voisins. Le président Alpha Condé est l'une des chevilles ouvrières de ce projet dénommé l'Initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables. Et c'est justement à cause de son engagement pour la réussite du projet que le chef de l'État guinéen a été choisi par ses pairs comme coordinateur du projet. Un choix qui ne passe pas inaperçu aux yeux des experts. Non, je crois que le pays a été choisi d'abord parce que le président, durant son premier mandat, a réussi une prouesse qui a été inégalée. En un an, il a doublé la capacité de production du pays. Donc ça, c'est inédit en Afrique. Et deuxièmement, il a mené une bataille sans merci à l'occasion de la COP21 pour faire en sorte que tous les pays africains acceptent de signer l'accord, mais avec des engagements des pays occidentaux et des pays développés. Le pays, considéré comme château d'eau de l'Afrique occidentale, les autorités guinéennes sont résolument engagées pour la réalisation de l'arrêt. D'où la joie du ministre de l'Énergie quant au rôle que jouera la Guinée dans l'interconnexion du continent. En tant que ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique de la République de Guinée, je ne peux que saluer cette initiative et rassurer en tout cas l'ensemble des partenaires que la Guinée est fortement engagée dans le développement des énergies renouvelables, plus particulièrement compte tenu du fait que la Guinée seule requiert 24 bassins fluviaux, les fleuves les plus importants de la sous-région, plus de 6000 MW de potentiel hydroélectrique, avec une irradiation mensuelle de 5,8 kW par mètre carré par jour. Je crois que la Guinée a son rôle à jouer dans l'échange d'énergie, l'interconnexion qui va bientôt avoir lieu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO. Pendant ces 3 jours à Conakry, plusieurs structures seront mises en place, notamment un conseil d'administration et un comité technique de suivi. Le cadre institutionnel et juridique des centrales d'achat, c'est l'une des thématiques abordées ce jeudi à Conakry. C'était au cours de la 2e journée de la 19e Assemblée générale de l'ACAM dans la capitale guinéenne. Une occasion pour les participants de partager des expériences. Mamadou Alpha pour le compte rendu. Quel statut pour des centrales nationales d'achat des médicaments essentiels performantes dans leur mission de service public? Cette question était en discussion ce jeudi à Conakry entre les représentants des pays membres de l'ACAM et d'autres partenaires. Il résulte que chaque nation est libre de définir son cadre juridique. Il y a des pays qui ont des formes épiques, des pays qui ont des centrales d'achat purement nationales, d'autres qui sont sous forme d'associations ASBL. Au pays de voir quelle est vraiment la structure qui peut être vraiment opérationnelle pour atteindre les résultats de cette disponibilité en médicaments essentiels pour les populations, et cela des médicaments de qualité et à coût abordable. C'est ce qui est important. La santé étant un droit pour les citoyens, l'État a donc l'obligation d'en assurer sa responsabilité. Et pour cela, les autorités doivent définir, selon les organisateurs, un cadre juridique et institutionnel qui favorisera l'accessibilité des médicaments pour tous. Un processus de changement de statut auquel la pharmacie centrale adhère. Sur le plan institutionnel et juridique, aujourd'hui, la question fondamentale pour la pharmacie centrale de Guinée, c'est son statut juridique. C'est vrai que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Le processus de changement statutaire est en train d'avancer très bien, mais nous tendons vers un statut de type ASBL. ASBL, entendez, Association sans but lucratif. Il y aura 3 groupes. Un groupe de consommateurs, un groupe constitué de consommateurs, un groupe constitué des partenaires techniques et financiers qui apportent des moyens financiers et un groupe de l'État. Vu les thématiques débattues au cours de cette 19e Assemblée générale, la pharmacie centrale de Guinée entend tirer d'énormes profits de cette rencontre, a ajouté son directeur général.
Les statistiques provisoires du recensement biométrique des encadreurs des universités publiques et étudiants des institutions d'enseignement public et privé de Conakry ont été publiées ce mercredi par le département de tutelle. Sur les 85 585 effectifs annoncés dans ces institutions d'enseignement supérieur, seulement 38 647 étudiants ont été biométrisés, soit un écart de 46 938. Plus de précision avec Omar Sow. C'est un projet de biométrisation qui concerne les encadreurs de l'enseignement supérieur public et les étudiants des institutions d'enseignement publics et privés, excepté ceux de la première année. Ce programme, dans sa première phase, ne concerne que la ville de Conakry. D'après les statistiques provisoires livrées, sur les 8 institutions d'enseignement supérieur public de la capitale, 19 572 ont été enrôlés sur les 33 534 annoncés, soit un écart de 13 962. Du côté des privés, sur les 32 universités, seulement 19 075 sont enregistrés sur les 52 051, avec une différence de 35 746. Au niveau des enseignants et personnels de l'encadrement des IES, on note 1277 biométrisés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique revient sur les critères qui ont prévalu à cet enrôlement. C'est sur la base des contrats qui ont été signés avec ces universités privées et le public aussi, c'est sur la base des effectifs annoncés par les recteurs des universités ou des institutions d'enseignement supérieur. Donc globalement, on a annoncé 85 000, alors que quand vous prenez les documents officiels, je le disais tout à l'heure, on parle de 100 à 110 000 étudiants dans le système. Mais là, on a annoncé que 85 000 hors première année. Tout ce qui, les chiffres qu'on vous donne, c'est hors première année. Donc, déjà, il y a un écart là, que nous observons. Et les effectifs biométrisés à date sont de 36 000. Pour le ministre, l'objectif recherché par cette opération est de contrôler les effectifs de façon correcte. La biométrie, au-delà de la maîtrise des effectifs, c'est aussi des aspects pédagogiques. Comment une classe de physique doit être constituée, combien d'étudiants il faut, qu'est-ce qu'il faut comme équipement dans un laboratoire, dans une classe de physique en termes de laboratoire, etc. etc. Combien d'enseignants il faut pour pouvoir assurer une formation de qualité, quel type d'encadrement. En dépit de la maîtrise de l'effectif des étudiants, le but visé par ce projet de biométrisation selon le ministre est d'œuvrer pour une éducation de qualité. La seconde phase de cet enregistrement va concerner les étudiants de la première année de Conakry avant de s'élargir à l'intérieur du pays. Une jeune fille abusée sexuellement par 2 jeunes jusque-là inconnus. L'acte s'est produit au quartier Sangouya dans la commune de Matoto. Élève en classe de 6e année, la victime, selon son père, était en provenance de l'école quand elle a subi cette agression. Écoutez le père adoptif Soriba Traoré au micro de Moussa Sefakama. Hier soir, je suis rentré. Ma femme m'avait dit que ma fille a eu ses premières règles. J'ai dit ça c'est tout. J'ai dit ok. Hein? Avec le temps, la nuit part, je vois que les saignements s'aggravent. Je lui ai dit à sa maman d'amener à l'hôpital. Bon, on l'amène à l'hôpital. Là-bas d'abord on dit que c'est un cas de viol. Hein? La fille n'a jamais vu. Elle a dit qu'elle est tombée sur les rives, l'escalier et parlait n'importe comment. Arrivé ici maintenant, les docteurs ont fait parler, elle a parlé, elle a dit qu'il y a 2 hommes qui l'avaient violée. Rien ne va plus entre Mamadou Antonio Soare, l'actuel président de la Fédération guinéenne de football, et Salifou Kamara, Super-V, le président sortant. Si le premier se réjouit des actes posés et son élection à la tête du bureau exécutif, par contre, le second crie à la tricherie et compte aller loin pour invalider son nouveau bureau par le tribunal arbitral sportif. Suivez ce grand format signé Moussa Sefa Kamara.
Cacophonie ou incompréhension au sommet du football guinéen, c'est du moins ce qu'on peut dire. Ces derniers temps, l'institution fêtière de cette discipline en Guinée a connu des moments tumultueux suite aux crises successives qu'elle traverse. De la fronde des 11 membres de l'ancien bureau contre Salifou Camara Super V, qu'il qualifiait d'inactifs et corrompus dans la gestion des affaires de leur association. Cela a abouti à la mise en place du comité de normalisation par la Confédération africaine de football et la FIFA pour normaliser les choses et relancer le football guinéen. Tout cela n'a pas suffi. Cependant, Salifou Camara Super V et Mamadou Antonio Soare, l'actuel président, se doucent par médias interposés. C'est qu'aujourd'hui, la colonne vertébrale de notre football, elle est solide, elle est là, parce que les structures sont mises en place par la FIFA. C'est ce que vous devez reconnaître, de la base au sommet. Et on avait pris l'habitude chez nous de venir par le football par la tête. Et c'est pourquoi il y a eu ces multitudes d'échecs. On ne vient pas par la tête, on vient par le bas. Et j'aime le dire, on vient par les escaliers, on ne vient pas par l'ascenseur. L'ascenseur ne connaît pas d'effort, c'est l'escalier qui connaît l'effort. Salifou Camara Super V ne désarme pas, il compte se faire entendre auprès du TAS, tribunal arbitral sportif. Je demanderai des recours à la FIFA par rapport à tout ce que j'ai dit. Au besoin, au-delà, aller au tribunal arbitral sportif. Parce que là-bas, vous n'avez pas de corrompus. Eux, ils vont dire le droit. Et je vous assure, si Dieu existe, cette assemblée sera invalidée. Parce qu'il est illégal. Antonio n'est pas à sa place. Il ne mérite pas être là-bas. C'est un chef mafieux, tout simplement. Il ne peut pas contrôler notre football. Il a bousillé la ligue professionnelle. Il veut venir bousiller encore la fédération. Hors de question. Quant au président nouvellement élu, lui explique les projets réalisés avant d'être à la tête de la Fédération guinéenne de football. Et c'est ce que nous avons dit depuis le départ, que nous voulons un football moralisé, un football sain, un football autonome. Et tant qu'on n'arrive pas à cette autonomie, vous voyez, on ne pourra pas on ne pourra pas se glorifier. Mais moi j'ai dit à tous les détracteurs, je ne reviens pas. Avant qu'on ne revienne à la fédération, on a commencé par le bas et on a laissé les traces. Ceux qui veulent voir nos traces, n'ont qu'à aller voir sur nos pas et nous juger sur nos pas. Salifou Camara Super V réplique en ces termes. C'est ici que Antonio a dit que pour la saison dernière, il a investi 24 milliards. 2 mois après, ça c'était à Palme. 2 mois après, en conférence de presse à la fédération, il a dit qu'il a investi 20 milliards. Donc en 2 mois, les 4 milliards se sont volatilisés. 15 jours plus tard, à Tunis, il y avait beaucoup parmi vous qui étaient là, c'était parmi les journalistes. Il voulait convaincre les gens, venez, donnons-nous la main pour aider notre football. Vous avez vu, moi, cette saison, j'ai mis 12 milliards dans le championnat. Donc si vous l'appelez demain pour lui poser la question, il vous dira qu'il en a mis 10. Ça vous dit que c'est un menteur, c'est un mythomane. Tout ce qu'il dit, c'est du faux. Il vit de faux. Il vit de mensonges. À l'allure où vont les choses, pourrait-on dire que tous les ingrédients sont réunis pour amener la Guinée vers une suspension par la FIFA après celle de 2000. De la 3e édition du Sahel Niger 2017, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage s'est ouvert depuis le 28 février à Niamey, la capitale nigérienne, et prendra fin le 4 mars. Le thème retenu cette année est promotion de l'investissement agricole durable à travers l'initiative 3N. Suivez. C'est parti pour la 3e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2017. Du 28 février au 4 mars 2017, les producteurs nigériens exposent leur savoir-faire au Palais des Sports de Niamey. Au Niger, le secteur rural emploie plus de 85% de la population active et contribue en moyenne à 43% du PIB. Accompagné du président de la FIFA, Gianni Infantino, en visite officielle au Niger, le président de la République, Issoufou Mahamadou, est allé découvrir les richesses du monde rural et l'ingéniosité des producteurs nigériens. J'ai passé par tous les stands, j'ai vu comment
les produits sont transformés et cela est très encourageant. Et je peux dire que l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est vraiment une réalité dans ce pays. Et ces paysans, ces producteurs méritent d'être encouragés. Et vous connaissez la volonté, la détermination du gouvernement à les accompagner. Nous allons les accompagner sur tous les plans. Il s'agit à travers cette manifestation de renforcer le cadre d'échange et de promotion des activités agro-silvo-pastorales, mais aussi de faire découvrir les productions et les potentialités du Niger. En 2015, le taux de vente des produits exposés a été estimé entre 75 et 90%. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les producteurs qui le font, que ce soit dans le domaine agricole, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement. Ce monde-là se met ensemble pendant une semaine pour célébrer l'agriculture, l'hydraulique, l'élevage, l'environnement, discuter. Il y a des conférences qui vont se discuter sur des problématiques, des défis, des enjeux majeurs qui assaillent notre agriculture. Pour cette édition, la transformation des produits retient l'attention des organisateurs. Des conférences thématiques seront chaque jour animées par des experts. Le Sahel Niger 2017 confirme sa place dans le calendrier international des événements du secteur agro-silvo-pastoral. Le salon a enregistré la participation de 7 pays dont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso, le Togo, le Mali et l'Italie. La fondation nommée Akinlolo Madjaro s'efforce de lutter contre la discrimination à l'égard des albinos au Nigeria. Elle aide les personnes touchées par cette maladie à trouver du travail et à subvenir à leurs besoins. Regardez. Le taux de prévalence de l'albinisme au Nigeria est l'un des plus élevés au monde. Les personnes vivant avec l'albinisme sont estimées à 2 millions, dont les 40% sont des enfants. Les albinos sont souvent victimes de harcèlement et de stigmatisation. La fondation Onam Akinlolo Madjaro CIS à Lagos met au profit des albinos des sessions de formation en boulangerie, menuiserie ou encore bijouterie afin de les intégrer dans le circuit professionnel. J'ai rencontré une femme qui m'a contacté et qui m'a demandé de l'aider à dire à son mari que son problème était génétique parce qu'elle venait de donner naissance à un albinos. Ils sont allés rencontrer leurs beaux-parents pour qui, bien sûr, il s'agit d'une malédiction. J'ai rencontré des garçons, des gens qui ne pouvaient pas prendre soin de leur peau, des gens dont les parents n'étaient pas fiers d'eux. Cela m'a vraiment choqué. Je me sens donc investi d'une mission d'expliquer l'albinisme aux Nigériens. Fréquemment privés d'emploi, les albinos se retrouvent le plus souvent sans revenus et vivent dans la pauvreté. Boussola Madjaro est bénévole au programme de l'AOM. Elle enseigne aux étudiants les techniques de pâtisserie. La raison pour laquelle j'ai décidé d'aider les albinos est de montrer aux gens qu'il n'y a rien de mal à vivre à côté de ces personnes. Ça ne me dérange pas d'aider ou de sensibiliser. J'invite ceux qui sont encore réticents à se joindre à nous pour aider les albinos à s'insérer dans la société. L'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence du pigment appelé mélanine dans les cheveux, la peau et les yeux. Il expose ceux qui en sont atteints à plusieurs maladies dont la plus fréquente est le cancer de la peau. Les agriculteurs zimbabwéens doivent faire face aux dégâts causés par la chenille légionnaire. Dans 8 provinces sur les 10 que compte le pays, les champs de maïs ont été considérablement affectés par ces insectes qui ravagent les cultures. Suivez. Au Zimbabwe, les champs de maïs sont attaqués par des chenilles légionnaires. Cette invasion est notée dans 8 provinces sur les 10 que compte le pays. Le ministère de l'Agriculture n'a pas encore évalué l'ampleur des dégâts. Les agriculteurs s'inquiètent et redoutent des conséquences sur leur production. Indeed, it is a challenge. Nous sommes en face d'un défi. Ce phénomène est nouveau et puis la propagation des chenilles est très rapide à travers nos champs. Cette espèce résiste aux produits chimiques normaux que nous utilisons. C'est quand même inquiétant car cela risque de se répercuter sur notre production mais aussi sur la sécurité alimentaire de notre pays. Certains experts estiment que la chenille pourrait développer une résistance aux produits chimiques si les agriculteurs ne font pas un usage correct des pesticides. En dehors du maïs, certaines espèces de chenilles s'attaquent à d'autres céréales telles que le riz, le sorgho ou encore le mil.
La chenille de l'automne que nous voyons ici s'attaque à beaucoup d'autres cultures en plus des graminées. Elle attaque le sorgho, le mil, le riz, les arachides, le soja, le niébé. Ce qui veut dire qu'en essayant de réduire la pression des ravageurs d'une culture d'été à l'autre, nous savons qu'ils peuvent s'attaquer à d'autres cultures pendant l'hiver. Le gouvernement s'est fixé un objectif de production de 2 millions de tonnes de maïs pour l'année 2017. Cependant, l'invasion des chenilles légionnaires pourrait diminuer les récoltes prévues pour cette campagne agricole. Aux États-Unis, un proche de Donald Trump dans l'œil du cyclone et de Moscou. Cette fois-ci, c'est le ministre de la Justice qui est accusé de connivence avec les Russes. D'après le Washington Post, Jeff Sessions a rencontré à 2 reprises l'ambassadeur russe à Washington. 2 entretiens pendant la campagne présidentielle, mais surtout passés sous silence. Les démocrates demandent aujourd'hui sa démission. Suivez. Des révélations du quotidien Washington Post qui mettent une nouvelle fois la Maison-Blanche dans l'embarras. Dans la ligne de mire du très sérieux journal, le ministre américain de la Justice qui a rencontré à 2 reprises l'ambassadeur russe à Washington, et ce pendant la campagne présidentielle. Réaction immédiate de Jeff Sessions qui nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Je n'ai jamais rencontré aucun représentant russe pour discuter de questions relatives à la campagne présidentielle. Je ne sais pas d'où viennent ces accusations, mais elles sont fausses. Jeff Sessions s'est toujours défendu de toute collusion avec les autorités russes. En janvier, lors de son audition devant le Sénat, le ministre déclarait sous serment qu'il n'avait jamais eu de contact avec Moscou. Je n'ai pas connaissance de telles pratiques. On m'a accusé à quelques reprises d'être un représentant de la Russie pendant la campagne. Mais je n'ai pas eu de contact avec les Russes. L'affaire est d'autant plus embarrassante pour l'équipe de Donald Trump qu'elle intervient un peu plus de 2 semaines après la démission du conseiller à la sécurité nationale. Des révélations du Washington Post et du New York Times avaient révélé que Michael Flynn avait rencontré le même ambassadeur russe avant l'investiture du président américain pour discuter d'une éventuelle levée des sanctions contre la Russie. Dans cette nouvelle affaire, Jeff Sessions a reçu le soutien de la Maison-Blanche, qui affirme que ses rencontres avec l'ambassadeur russe étaient tout à fait légales. Mais près de 3 mois après la victoire de Donald Trump, l'ombre d'une ingérence de la Russie pendant la campagne plane toujours. Les démocrates de leur côté appellent le Congrès à faire la lumière sur ces accusations. Nancy Pelosi, leur chef de file à la Chambre des représentants, réclame sa démission. Nous voilà à la fin de cette édition réalisée par toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'information. Bonne soirée à vous.